chers invités, monsieur le vice-directeur, représentant monsieur le directeur et madame le recteur de l'université, je tenais, au nom de la famille de Serigne Pape Malick Sy et de Iba Der Thiam, qui étaient censés même venir, mais c'est moi qui, pour des raisons personnelles, leur a demandé de ne pas venir, dans la mesure où c'est assez lourd de venir il y a 3 semaines lors de la présentation officielle, le lancement officiel du livre au Musée des Civilisations, et en 3 jours, parce que ça s'est décidé en 3 jours, tout ça, de venir, je leur ai dit, au nom de tous ceux qui nous lient, moi-même, je peux vous représenter. Donc je tenais donc à remercier l'efficacité du directeur Ousmane Gueye, et à travers lui, je remercie toute l'UFR qui a organisé. Les étudiants déploient le fait que la salle ne soit pas pleine du simple fait que les cours n'ont pas été arrêtés. Mais beaucoup d'étudiants allaient venir, et actuellement, vu le retard que l'université a accusé en termes de dispense de cours, il était impensable de suspendre ne serait-ce une heure les cours. C'est pourquoi la salle est déjà remplie, parce qu'elle est remplie du point de vue spirituel. Maintenant, le livre, je l'ai produit pour 3 raisons. Parce que d'abord, Serigne Pape Malick Sy m'avait demandé d'écrire ça, parce qu'on discutait pendant des années sur ça, sur telle problématique. Il me dit oui, mais n'affirme pas, vérifie. Je suis allé dans les sources, on revient, 2 semaines après, on discute. J'en ai parlé au professeur Iba Der Thiam de son vivant. Et c'est eux deux. À chaque fois que je leur serre la main, ils me disent « Mais tu en es où avec ton livre ?» Jusqu'à leur disparition. Et je sentais que donc, comme un sacerdoce, il fallait produire ce livre. Ça, c'est la première motivation pour produire le livre très vite. Parce que les gens oublient très vite aussi. Deuxième chose, c'était des idées qui me ruminaient depuis longtemps. Parce que j'ai eu la chance, tout petit, de voir Cheikh Anta Diop. Je le voyais souvent à Tivaouane, rendre visite à Serigne Cheikh. On disait, qui moi Cheikh Anta Diop? Parce qu'il avait des idées révolutionnaires à l'époque. Et il veut faire tomber Senghor, parce qu'il a créé un parti. Et quand il venait, il était grand, très jovial, toujours bien habillé, très souvent en khaftan blanc. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ses écrits. Peaufiné par Serigne Cheikh Tidiane Sy aussi dans ses conférences. Et je me dis, arrivé en Europe, je vois le degré de racisme qu'il y avait là-bas. Monsieur Thiam, vous avez été en Europe. Baldé, Mounirou Ndiaye. Lui, c'est mon... Je voulais finir avec lui à la conclusion, Cheikh Thiam. Parce que c'est mon ami de Toulouse, en fait. Avec un autre ami, Dominique Sarr. On partage plein de choses en dehors de l'université. Et donc, je vois le racisme qui continuait à l'université quand on voulait exceller. Il y avait des barrières, ce qu'on appelait les plafonds de verre. Tu as ton doctorat, mais pour être maître de conf, c'est compliqué. Il y a toujours de petits trucs. Tu vas aller manger dans un resto, on tarde à te servir. Pourquoi? Parce que tu es noir. Et j'ai eu, à l'époque, j'étais très souvent avec mon épouse marocaine, un black et un beurre, comme on dit en France. Un noir et un arabe. Souvent, attention. Et ça, on vivait ça tous les jours. Cheikh Aliou, voilà, l'ACES qui va organiser une conférence dans une salle. Au début, oui, mais quand on sent que c'est une association d'Africains, attention. Bon, on évolue. Après, Sarkozy qui vient à Dakar. Le président Sarkozy, président de la France. Cette France de savoir, de liberté et de civilisation, incarnée par leur chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui vient pas n'importe où, au Sénégal, qui est la première colonie française d'Afrique. C'est ce que ça, les gens l'oublient. La première ville occupée par les Français pour ici sédentariser, c'est Saint-Louis. Ce n'est pas Gorée. Gorée, c'est pour faire du commerce et partir. Quand on a découvert Gorée, les Portugais, les Français ne connaissaient pas encore l'Afrique. Ce sont les Portugais. D'ailleurs, c'est une erreur de croire que le Portugal est dans la périphérie de l'Europe. Le Portugal, c'est la porte de l'Europe. Pour quitter Dakar et aller à Lisbonne, c'est moins long que quitter Dakar pour aller à Paris.
Lisbonne est à 3 heures d'ici. Hein? Donc, avec les grands navigateurs, Henri le Navigateur, Christophe Colomb et tout ça, ils sont venus découvrir du moins Gorée. Et quand les Français ont appris la richesse du Portugal par rapport aux colonies africaines, la France s'est intéressée à l'Afrique et son port, ce qu'on appelle le piédestal, là où ils ont posé leur baluchon, c'était Saint-Louis. Ce même président Sarkozy, qui est avocat, donc pas n'importe lequel, intellectuel, vient ou à Dakar, capitale du Sénégal, ou à l'université, cercle de savoir, qui porte le nom de qui, pas n'importe qui, Cheikh Anta Diop, qui s'est battu pendant 50 ans pour le renouveau de la pensée négro-africaine, qui ose dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, que le noir vit au rythme des saisons, que la colonisation n'était pas que mauvais, le blanc a pris certes, mais a donné. Il a détruit, mais il a construit. Et là, un grand, Madoukan peut confirmer, notre doyen à nous tous, Makhili Gassama, lance un appel pour répondre à Sarkozy. Et je sais, à l'époque, j'étais en train de rédiger ma thèse. J'ai été interpellé par Boris Diop, parce qu'on était dans le Kémit, une association qui s'appelle le Renouveau de la pensée négro-africaine, dirigée par Jean-Philippe Omotoundé. Il a vu mes articles, parfois que je lançais sur la Dépêche, Le Monde. Il m'a dit, mais Mounir, on voudrait un article sur toi. Je lui ai dit, mais je suis en pleine rédaction de thèse, actuellement. Et il a sorti le livre, et je me dis, je suis redevable à Makhili Gassama. Et entre autres, ce livre participe à ça. Répondre à Sarkozy que l'Africain est bien rentré dans l'histoire et l'Afrique ne vit pas au rythme des saisons. Ainsi, on a diagnostiqué l'Afrique pendant 60 ans d'indépendance, en 12 chapitres. Gardez bien le mot 12, hein. C'est la moitié de 24. Et les jours, c'est 24 heures. Pourquoi les sirènes de Gao? Parce que la sirène a une double acception. Sirène en tant que créature, une tête de femme et un corps de poisson. Qui est la déesse de Gao? La ville de Gao, le dieu qui protège la ville, c'est une sirène. Quand elle sort, tout le monde sait qu'il y a un événement heureux qui va se passer à Gao. Deuxième chose, la sirène, c'est le cri, le bruit d'une sirène, qui peut être les sapeurs-pompiers qui passent, une ambulance, la police. Donc c'est toujours une alerte. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça le livre en fait. Donc le livre, ce n'est pas la sirène de Gao, le livre s'appelle L'Afrique après 60 ans d'indépendance. C'est ça que les gens oublient. J'alerte quoi? L'Afrique après 60 ans d'indépendance. Ainsi, on va parler du temps et de l'espace. Les géographes disent que les points sur les cartes signifient les villes. Mais le point qu'il y a sur le livre ne symbolise pas Gao, parce que Gao n'est pas là-bas. C'est l'oreille de la femme. C'est la femme qui nous parle et qui nous écoute. Par femme, je symbolise l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent qu'on appelle Africa. L'Afrique est un continent mère. C'est pourquoi on a pris le nom de l'image de la femme qui parle à l'Afrique, mais aussi au monde entier, en tendant l'oreille pour écouter. Est-ce que ce qu'elle dit, les gens l'ont écouté? C'est ça le graphique de la couverture. Mais pourquoi Gao aussi? Parce que le temps, quand on dit temps, tout le monde pense à GMT. Tu es à quelle heure? J'ai 20 heures, GMT. L'heure de Dakar n'est pas l'heure de France. Hein? Parce qu'il y a le Greenwich Meridian Time. Ce méridien traverse 8 pays, dont 5 africains. C'est la Grande-Bretagne en Europe, la France, du côté de Tarbes, et l'Espagne. Tout le reste, c'est en Afrique. Et la seule ville que le méridien traverse de part égale, c'est au Mali et c'est Gao. Deuxièmement, Gao est plus centralisé dans le globe
que Greenwich, qui est très décalé. Donc c'est une création occidentale pour qu'on soit également derrière elle pour se référer même dans le temps. Or, nous, Africains, on peut avoir notre GMT, mais ça ne sera plus Greenwich, mais Gao. Gao, Meridian Time. C'est acté, établi par la géographie et la physique. C'est pourquoi je commence par ça. Les 12, parce qu'il y a la nuit et le jour. Et le livre est écrit en 12 chapitres. Et les chapitres sont interdépendants, pardon. Tu peux commencer par le chapitre 9, aller au chapitre 3, chapitre 1, chapitre 12. Les chapitres évoquent des thèmes de vie par rapport à l'Afrique. Ainsi, quand j'en ai parlé à Felwine Sarr, qui est une sommité intellectuelle que vous connaissez, une densité extraordinaire, il m'a lu, il a dit, mais Mounir, je prends. Et si ça ne te dérange pas, je voudrais aussi bien écrire la préface et l'avant-propos. Je lui dis, mais non, ça sera abusé. Et curieusement, quand je l'ai donné à Gadio, c'était juste avant l'avènement du Mali, les problèmes du Mali. Il m'a dit, mais Mounir, il faut qu'on aille au Mali, présenter ça. Et laisse-moi rédiger aussi la préface. Je lui dis, mais non, j'ai déjà donné à Felwine. Et hier, il m'a appelé en me disant, j'ai un collègue, je lui ai offert 5 exemplaires, hein, Gadio. Il l'a offert à un diplomate qui m'a dit, mais il paraît que le livre coûte 10 000 francs. Je lui dis oui, il me dit, mais non, ce livre doit coûter 50 000 au moins. J'ai lu moins sympathique que ça, moins dense, moins intéressant, à 30 000 francs. Je lui dis oui, mais je ne veux pas que le livre soit vendu, je veux que le livre soit lu. Il y a une nuance. Donc, pour ne pas trop abuser, parce que mon cher Mounir Ndiaye doit partir, je veux juste vous parler de quelques éléments du livre. D'abord, le diagnostic des 60 ans. Quand il y a indépendance, indépendance signifie fin de la colonisation. On pensait à quoi? Fin de la domination. Respect de tous les peuples. Égalité entre les peuples. Fin de ce que j'appelle dans le livre les 3 tares de la colonisation, commençant toutes par la lettre V. La colonisation excellait sur 3 tares. Le vol, le viol et la violence. L'Européen était venu, ce que je dis à Sarkozy, non. La colonisation n'a rien de positif. Même lorsque le blanc construisait des routes, c'était pour lui. À l'époque, nos ancêtres n'avaient pas de véhicules pour emprunter des routes. Lorsque le blanc construisait le chemin de fer, c'était pour transporter nos matières premières. Ce n'était pas pour voyager. Les hôpitaux construits par les blancs étaient pour les blancs. Aucun indigène ne pouvait y accéder. La preuve, il n'y a aucun hôpital colonial qui porte le nom d'un Africain. Pourquoi ils n'ont pas donné le Dantec à un dignitaire Ndoye ou Mbeng de Dakar? Jamais, parce que c'était pour le blanc. Comme disait Césaire, il dit que colonisation signifie chosification. Je lui dis, oui, maître, dans ce sens-là, mais chosification d'un côté et déification d'un autre. On chosifie le noir, mais on déifie le blanc. Le blanc était un dieu. À partir de ce moment-là, on pensait qu'après l'arrivée de l'indépendance, fini ces 3 V. Or, on nous a volé. Et on continue de voler jusqu'à présent, jusqu'en 2021. L'Occident vole l'Afrique jusqu'à présent. Mais ce vol est devenu plus pernicieux. Parce que de l'intérieur aussi, on nous vole. Ou bien on se vole. Politiquement, on nous vole. Économiquement, on nous vole. Bancairement, on nous vole. Mentalement, on nous vole. Culturellement, on nous vole. Et par ce vol, on nous viole. Physiquement, le viol physique est là. Le viol moral, le viol culturel, mais aussi le viol des sermons, le viol des serments, le viol des lois, le viol des constitutions, le viol des élections. Tout ceci, c'est 60 ans. L'Afrique n'a jamais connu quelque chose de très
paisible devant éradiquer ce fait-là qui s'appelle le viol. Même ce vol, les deux incitent la violence. À force d'être volé, d'être violé, tu te rebelles. C'est pourquoi dans les pays d'Afrique, partout, du Katanga en Casamance, de Tanger à Nairobi, partout où tu vas, tous les États sont problématiques en termes de cohésion nationale. Soit c'est connu, le Kivu dans le Congo, au Mali, en Guinée, mais ou bien c'est assez latent, c'est le cas du Sénégal, on a toujours des problèmes avec la Casamance. Les Maures noirs ont des problèmes avec les Maures blancs. Aller en Côte d'Ivoire, c'est la fournaise. Hein. Les gens sont très, je dirais, sur la peur. D'une petite étincelle, la Côte d'Ivoire peut éclater avec l'arrivée de Gbagbo. Ainsi de suite. Donc on vit une instabilité, alors que l'indépendance devait rimer avec fin du vol, fin du viol, fin de la violence, stabilité et non instabilité. C'est pourquoi je dis dès le premier chapitre, désenchantement total. Il y en a qui regrettent même la colonisation. Si nous savions sortir de l'indépendance, avant moi d'accord. Et qu'est-ce que je dis dans le livre? Tu poses une question à ceux qui étaient là avant, ils te diraient avant, c'était mieux avant, on regrette hier, ainsi de suite. C'est les mots qui reviennent souvent. Ainsi, il faut se poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été aimé. Et je prends le prétexte de George Floyd, l'assassinat de George Floyd, en disant un de trop ou un de plus. Tous les Noirs qui ont voulu se rebeller contre l'injustice ont été tués. Je commence par là. Olympio, au Togo. Lumumba, au Congo. Amilcar Cabral, entre le Cap-Vert et Bissau. Ainsi de suite, jusqu'à Sankara. Jusqu'au dernier, que vous connaissez, tué il n'y a pas longtemps. Je parle de Kadhafi. Je parle même de Idriss Déby. Sa mort est suspecte. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui voulait s'occuper lui-même du terrorisme. Voulait une indépendance monétaire par rapport à nos amis sénégalais et français et ivoiriens. Donc on ne peut pas, il y a des choses qu'on doit fouiller. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Africain n'a pas été libre pour s'auto-administrer et poser ses propres ambitions avec ses propres moyens. Il a été empêché, soit on l'a tué, et ceux qui voulaient vivre ont joué avec. Moi je dis, chapitre 3, responsabilité de l'Occident. J'avais même mis responsabilité exclusive. Mais Fellune m'a dit non. Quand même, il y a une main de l'Afrique. Je dis d'accord, on laisse. Mais même ceux qui ont joué contre l'Afrique ont été poussés à jouer contre l'Afrique. Sinon, il aurait été tué. Ce qui s'est passé, le premier cas que je donne comme référence, Léomba, ça ne vous dit pas grand-chose. C'était le premier président gabonais. Un bon jour, le Gabon n'en voulait plus. Les Gabonais ne voulaient plus de Léomba. Ils l'ont déposé. Le soir, la France l'a réimposé. Il a été déposé en 16 février. Le 17, la France a demandé à ce qu'il redevienne président. Parce que c'est leur président à eux, les Français. Mais pas des Gabonais. Le temps de trouver une bonne personne. Et ils l'ont remplacé 2 jours après ou une semaine après par Albert Bongo, qui devient par la suite Omar Bongo, le père de Ali Bongo. Ce schéma est quasiment le même partout. Hein? Parce que derrière, il y a la main de la France. Mais comme ils ont dit, il y a d'autres qui, je le dis par contre, qui étaient libres. Mais ils n'ont pas été courageux. Ils ont triché, ils ont menti, ils ont trompé. Cela ne valent aucun honneur s'ils sont des Africains. Ils ont trahi l'Afrique pour leurs propres intérêts, pour leurs propres intérêts familiaux, ainsi de suite. Ils ne méritent aucun respect. On doit même les vilipender. Ça, je le dis. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est l'Occident. Ce qui se passe en 2020-2021 en Afrique centrale, j'y étais il n'y a pas longtemps, en RDC. D'ailleurs, je le dis dans le livre. 2 pays montrent le malaise de l'Afrique. La RDC et la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est le pays le plus riche du point de vue sous-sol au monde. C'est le seul pays qui a tout.
de l'eau, du fer, du diamant, de l'or, de la végétation et tout, et c'est le pays le plus pauvre au monde. Le fleuve Fouta Djallon, on dit, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, le château d'eau. En Guinée, il n'y a pas d'eau courante. Pour avoir de l'eau potable, c'est un problème. C'est une denrée rare, difficile. Le plus grand fleuve après le Nil, c'est le fleuve Congo. Au Congo, allez-y aujourd'hui, au moment où je vous parle, à Kinshasa, il n'y a pas de courant. Ils sont en délestage 16 heures par jour. C'est devenu naturel chez le Congolais. Et ils sont 94 millions. Entourés par 8 pays. Ils ont tout. Vous allez au Kivu, un lieu paradisiaque. Plus beau que les Seychelles, les Antilles. Mais impossible d'y aller à cause de la guerre. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils meurent de faim. Alors que là-bas, tu ne cultives pas, tu ne creuses pas, tu jettes. Ça pousse. Au Congo, tu ne creuses pas, hein? Tu prends du maïs, tu jettes. Tu reviens 2 jours après, ça pousse. J'ai vu des bananes plantains extraordinaires comme ça. Les avocats qu'on mange là. Les 6 coûtent 100 francs. Les 6. Tellement ça pourrit. Aucune exploitation, aucune transformation, aucune main-d'œuvre, aucun emploi. Économiste. C'est le seul pays où je suis allé, un des rares pays d'ailleurs, où la monnaie locale n'est pas utilisée. Le franc congolais n'est pas utilisé. Ils utilisent le dollar américain. Même pour acheter de l'eau, tu achètes avec le dollar américain. Comment un pays peut se développer avec ça? 60 ans d'indépendance. Ils ne rêvent que de Belgique. Tout le monde croit qu'il est belge. Ils passent leur temps à s'habiller, à danser le ndombolo. Et à se dépigmenter, bien sûr. Donc il y a ce malaise qui m'a frappé et j'en parle. Et pourtant, le racisme combiné au rejet du blanc, à ce que j'appelle cette malice sauvage de voler en le caressant, alors qu'on lui prépare un coup mortel. C'est ça les relations entre l'Europe et l'Afrique. Comme disait le général de Gaulle, il a été sérieux, il a été honnête. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais ce donnant-donnant, ce gagnant-gagnant n'existe pas. Je prends et tu te tais. Si tu te rebelles, je te tue. C'est ça. C'est pourquoi on leur a dit, et pourtant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et je dis dans ce chapitre-là, nous sommes tous des Africains. L'Afrique, le noir, l'homo sapiens sapiens, qui est l'homme d'aujourd'hui là, existe partout comme étant la seule espèce humaine, le seul jeune homme humain et le seul genre. L'espèce est homo, jeune homme sapiens, genre sapiens. Que tu sois américain, français, arabe, wolof, peul, diola, on est tous des homo sapiens sapiens. On est d'accord? Deuxième chose, l'homo sapiens sapiens d'aujourd'hui, le premier à être né au monde est né il y a 120 000 ans. 120 000 ans. Et est resté seulement en Afrique. Parce que l'évolution, Homo erectus, Homo faber, n'a jamais existé ailleurs. Ce qu'on appelle les australopithèques n'ont jamais existé ailleurs. Ils n'ont existé qu'en Afrique. L'évolution humaine n'a existé qu'en Afrique parce qu'ailleurs, il n'y avait pas de vie à cause de la glaciation. Que ce soit l'Amérique et l'Europe, c'était, figurez-vous, moins 160 tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 120 000 ans. Impossible d'avoir la vie là-bas. En Afrique, on avait le soleil. Dans la région du golfe du Kenya, entre le Soudan, l'Égypte et le Kenya, c'est là-bas que l'homme vivait. Parce qu'ailleurs, la vie aussi était impossible. Et il y a eu des mutations jusqu'à l'arrivée de l'Homo sapiens sapiens, qui a vécu 120 000 ans, et à moins 40 000 ans, les premières migrations ont eu lieu. Un groupe est parti de cette zone pour monter vers l'Afrique en allant vers le détroit de Gibraltar. C'est ce groupe-là qui est arrivé dans les régions chaudes de l'Europe,
l'Italie, la Crimée et une bonne partie de la France, particulièrement en Dordogne. Le premier noir à voyager. Et ils étaient noirs parce que le taux de mélanine exigeait à ce que, pour vivre sous les couches d'ozone, avec les radiations ultraviolettes, il fallait avoir une protection dermique. Sinon, tu serais traduit en liquide. Il fallait donc une protection du derme qu'on appelle la mélanine, qui était à l'époque noire, à 92%. L'étude que le CHEMIT a eu à faire, il y a 5 ans de cela, a montré que le plus noir des noirs, en 2018, le plus noir, était à 78% de mélanine. 78. À l'époque, ils étaient à 93. Donc, ils étaient noirs, charbon, on les appelait. Noirs comme ça, ils étaient noirs bleus. Sinon, ils n'allaient pas vivre sous cette radiation ultraviolette. Ainsi, ils se sont déplacés. Arrivés en Dordogne, on les appelait l'homme de Cro-Magnon, c'est l'homme de Grimaldi. Mais il n'a pas survécu, parce qu'il y avait un contraste climatologique. Entre-temps, une deuxième vague a suivi pour essayer de les rejoindre. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des squelettes. Et le froid les a surpris, parce qu'il y a eu un réchauffement qui était à l'époque, qui a été renversé par une glaciation. Et ils étaient obligés de vivre dans des grottes pour se couvrir du froid. Avec le temps, ils se sont dépigmentés. Et pour vivre sous les climats froids, le plus blanc devait vivre par rapport au plus noir. Et la nature fait sa sélection. Les plus blancs survivaient et les moins blancs mouraient. Ainsi, du plus blanc est sorti le premier blanc, qu'on appelle la race locoderme. Et ceci, il y a 20 000 ans. Mais entre-temps, ils se sont ensauvagés parce qu'ils ont laissé pousser leurs cheveux. Ils se sont transformés du point de vue dermique pour devenir des blancs. Mais aussi sauvages, au point que par moments, pour des raisons de survie, ils pratiquaient l'anthropophage. Ils se mangeaient entre eux. Et ce sont les ancêtres des Visigoths et des Vandales. Ce qu'on appelle les Vikings. Vous voyez les films là? Leurs ancêtres, ce sont les Vikings, qui sont devenus par la suite des guerriers fluviaux et maritimes. Et ils se tuaient entre eux, ils se mangeaient entre eux. Au moment où le noir qui n'a pas quitté l'Afrique vivait dans la paix, la stabilité et la communauté. C'est pourquoi le nomade, son propre, c'est de voler et de tuer, voire tuer et voler, alors que le noir dans l'esprit communautaire, son bien est un bien communautaire. C'est jusqu'à présent, quand tu sors d'un quartier, on dit « Samadom dit », alors que tu n'es pas sa mère. Quand tu présentes quelqu'un, tu dis « Qui c'est mon papa là ?» Papa diou, tante diou, yaay diou. Tu dis là, hein? Parce qu'on est dans une logique de communautarisation, de communautaire. Sunu yeuf, sunu tol, qui de sama dom là. Les mamans ne disent pas dans les quartiers ça. Dorom ben mère mon la, ay sama dom, gëj na la gis. Sama dom, il se l'approprie. Parce que en Afrique, tout ce que tu as appartient à tout le monde. D'ailleurs, regardez, une réussite occidentale est individuelle. Quelqu'un qui a son bac, c'est individuel, hein? C'est pour lui. Nous, notre réussite, elle est d'abord familiale. Elle est d'abord communautaire. Si tu as khalis yak ñep koy bok. Bo réussir bac, ñep ci content. Nga content ak ñom. C'est ça, jeune homme Bob, on l'a gardé parce que c'est comme ça qu'on a vécu du point de vue communautaire. Et avec le temps, les villes se sont développées et un autre groupe est parti utilisant le sens inverse, prenant l'isthme de Suez en passant par le détroit de Bering pour remonter la Réunion et aller en Asie. Arrivés là-bas aussi, ils ont découvert un autre climat hostile. C'est le climat de l'Antarctique. C'était des vents glaciaux, mais qui étaient comme des lames et qui leur tranchaient la peau. Et comme ils étaient obligés de se recroqueviller sur eux et de plisser leurs yeux pour affronter les vents, ils sont devenus par la suite petits et les yeux bridés. Avec la dépigmentation, ils sont devenus jaunes. Ce sont les Asiatiques. Mais ça s'est déroulé sur une durée de 20 000 ans. Et un groupe d'Asiatiques, voulant retrouver l'Afrique,
est allé en Amérique et s'est perdu. Avec l'Arizona et la chaleur, cette peau jaune est devenue rouge. Ce sont les Indiens. Les Indiens ne sont que des Asiatiques. La preuve, ils ont les mêmes caractéristiques. C'est comme ça que l'Africain a peuplé le monde. Et pourquoi on le dit dans le bouquin? C'est pour que le blanc qui ne comprend pas, qui n'aime pas le noir, qu'il sache que le noir qui est en face de lui, c'est son cousin. C'est pourquoi je dis dans le chapitre 1, nous sommes tous des Africains. Et la première humanité, et c'est acté maintenant, tout le monde est d'accord, toutes les sciences, c'est écrit dans toutes les encyclopédies, la première humanité est née en Afrique. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais nous, notre combat, dans le livre, ce n'est pas ça. Il fallait le rappeler. Pourquoi je le dis? Mes enfants, moi, sont métis. J'ai 3 filles métisses. Leur maman est blanche, elle est marocaine. Mais elles n'ont pas compris. Quand elles vont à l'école, on leur traite de noir. Ils disent, mais papa, moi, je ne suis pas noir. Je suis chocolat. Parce que, voilà, le noir, c'est ça. Et il fallait leur expliquer. Et en leur parlant, je voudrais parler au reste du monde. Aux blancs qui sont avec eux à l'école, le noir qui ne connaît pas, qui est à Dakar, qui est à Thiès, qui est à Kermomarsar, qui ne sait même pas ça. Donc, à travers le livre, on parle à tout ça. Après, je leur dis, le problème n'est pas là-bas. L'Afrique est aussi le berceau de la civilisation de l'humanité. Et c'est là qu'on va vers l'intellectualité. Les Européens n'ont rien inventé. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels africains n'ont pas compris ces airs. Moi, je discute beaucoup avec Amadou Lamine Sall, qui est l'héritier de Senghor. Amadou Lamine Sall, il m'a fait l'honneur, quand Césaire était venu à Dakar, je suis allé le voir. Il était vieux par la suite. On n'a même pas parlé de littérature, parce qu'il y avait trop de monde. Je l'ai juste salué, une petite photo, et puis voilà. Mais, une fois on discutait, il me dit, quand Césaire disait, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont parcouru ni les mers ni les cieux, mais ceux sans qui le monde ne serait pas. En fait, c'était sarcastique. C'est une figure de style. Vous dites que M. Diam n'est pas professeur d'université. Vous dites que M. Diam, M. Baldé n'est pas le directeur de département. Il y en a qui le disent dehors. J'arrive, on me dit, mais yo, il paraît que M. Diam n'est pas professeur à l'université de Thiès, hein? M. Baldé n'est pas directeur de département. Je leur réponds en disant, ah, vous qui dites que M. Diam n'est pas professeur à l'université, c'est-à-dire je leur lance des pics. Je confirme en disant, vous êtes tellement trompés que je ne vais même pas rentrer dans ça. Vous qui dites, comme vous dites que Baldé n'est pas, c'est ça que Césaire voulait dire. Il voulait dire que le noir a inventé la boussole. Il voulait dire que le noir maîtrisait et les cieux et les terres, parce que l'astronomie est née en Égypte. Et les Égyptiens pharaoniques, tous les empires pharaoniques, je le dis dans le bouquin, de la première dynastie à la 18e, il n'y a pas eu de pharaon blanc. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cheikh Anta Diop, dans Nation Nègre et Culture, et confirmé par des Européens. Et je donne les sources. Lisez tel livre, tel livre, tel livre, écrit par des Blancs, qui confirment que l'Égypte pharaonique, surtout dans la 18e dynastie, qui est l'Égypte la plus dense, la plus créative, avec Ramsès II, Toutmosis III, Siti Ier aussi, c'était des dynasties d'intellectualité hors pair. Ces derniers étaient tous des Noirs. Et ils n'étaient pas noirs comme vous et moi. Parce que vous et moi, nous sommes des Vietnamiens vis-à-vis d'eux, quoi. Ou bien des Danois. Ils étaient noirs, sans conteste. Et ils ont vécu avec une science inouïe. Qu'est-ce qui le prouve? Ce n'est pas moi. Je suis allé fouiller dans les livres d'histoire. C'est Hérodote, le père de l'histoire. D'ailleurs, je le dis, je le critique même. Pourquoi on l'appelle père de l'histoire, je ne sais même pas. Mais on l'appelle comme ça dans le monde des sciences. C'est lui qui dit, tous les néophytes grecs, Platon, Diodore de Sicile, Aristote, Strabon, Thalès, Pythagore, tous ont eu leur science dans un continent qui s'appelle le Kémite. Or, Kémite n'est rien d'autre que le nom africain de l'Égypte. Et d'ailleurs, c'est francisé. Parce que les anciens Égyptiens n'ont pas le son « e », ils ont le son « e ». Pour dire « e », ils disent « e ». C'est comme l'arabe. L'arabe n'a pas le « a ». Beaucoup d'arabisants ne parlent pas arabe au Sénégal. Quand ils disent « Allahu Akbar », on dit « Allahu Akbar ».
Le A de l'arabe, c'est E. Les vrais disent Allahu Akbar. Donc l'égyptien n'a pas le E. Et quand vous enlevez le E du kémite, vous mettez le E, ça vous donne. Parce que le K ancien égyptien, c'est le Kh. Et vous mettez K à la place de Kh, vous avez KH. Le E, vous mettez le E, vous avez Kh. Et vous rajoutez le mit, vous avez le Khmit, du verbe Kham, qui signifie en Wolof, celui qui a charbonné, ou bien ce qui a charbonné. C'est pourquoi Osiris était appelé le Kef Kham, le grand noir. C'est pourquoi donc, on théorise tout ça dans le bouquin pour montrer que les Pythagore, le théorème de Pythagore, le jour où vous serez à Londres, allez au Muséum de Londres, 13e étage, c'est là-bas tous les textes hiéroglyphiques. Vous verrez le théorème de Pythagore en hiéroglyphe, écrit 1200 ans avant la naissance de Pythagore. Et pourtant, nous tous, on l'a appris à l'école, théorème de Pythagore. Ce n'est pas de Pythagore. Pythagore l'a acclimaté en Europe, on lui a attribué. Thalès a eu à passer 7 ans pour apprendre la géométrie et le calcul. On nous dit qu'Aristote et Euclide, c'est les pères de la géométrie. C'est vrai? On nous dit ça à l'école. C'est faux. Parce que les trois colosses, Khéops, Képhren et Mykérinos, les 3 grandes pyramides là, qui sont à Abou Simbel, le jour où vous serez en Égypte, allez là-bas, vous allez voir. La dernière s'appelle Mykérinos. Elle a été construite 1200 ans avant la naissance de Euclide. Or, les pyramides ont une forme triangulaire. Le triangle est une figure géométrique. Pourquoi dit-on donc que c'est Euclide qui est le père de la géométrie? Parce qu'il voulait écarter que ces formules géométriques ont été créées par des Noirs. Et ce sont des Noirs à l'époque qui les apprenaient ça dans ce qu'on appelait les écoles de vie, qui correspondent à nos facultés de droit. Et qu'est-ce qu'ils nous ont montré qu'ils ont été là-bas? C'est l'anatomie. Parce qu'on a vu Aristote, Platon, Pythagore, tous ont été circoncis. Alors que la Grèce ne pratiquait pas la circoncision. Or, pour accéder à de grandes écoles en Égypte, il fallait passer par la circoncision. On s'est rendu compte donc qu'ils se sont déplacés en Égypte, mais pas l'inverse. On montre ça. On montre donc que la science qui permet la grandeur de l'Europe là est originaire de l'Afrique, par nos propres Noirs. Et je le détaille dans toutes les sciences. René Caillé, les explorateurs là que vous voyez, ce sont les premiers Blancs à venir en Afrique. Quand René Caillé est venu au fleuve Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis en train de regarder des femmes vêtues en blanc avec des cols brodés en or. Leur couture révèle un artisanat de qualité. Les agriculteurs travaillent les champs avec des sillons tout droits, plus ingénieux que les nôtres. René Caillé, premier Français à venir en Afrique. Pourquoi disent-ils que nos femmes ne s'habillaient pas alors? Pourquoi disent-ils que c'est eux qui nous ont appris les techniques de l'agriculture? Tout ça, on le démontre. Mais là où c'est plus intéressant, je vais vers les religions. Parce que l'Africain est religieux. Et je taquine 3 choses. Les 3 religions révélées ont des origines africaines. Toutes les 3, judaïsme, christianisme et islam. Bon, dans 5 minutes, je termine, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont prendre les bus, et il est 18h passé. Alors, le judaïsme, le plus grand prophète juif, c'est Moïse. Moïse est noir parce qu'au moment où il a été envoyé en Égypte, l'Égypte n'était même pas métissée. Or, Dieu a dit dans le Coran, Laqad ja'akum rasoulun min anfusikum. Quand j'envoie un prophète, je le prends parmi les siens. On ne peut pas aller chez les Sérères et prendre un Chinois en leur disant, voici votre prophète. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Or, l'Égypte d'alors, tout le monde sait que Moïse était égyptien. À l'époque, il n'y avait pas de blanc en Égypte. Et le Coran le confirme dans Souratul A'raf, verset 108.
Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton manteau. Et lorsqu'il sortit celle-ci, elle devint blanche. Baïda, c'est ce que le mot du Coran, blanc. Il aurait dit jaune, rouge, vert, on aurait compris. Il a dit blanc. Ça veut dire quoi? Avant de rentrer, il était noir. Parce que le blanc a pour opposer le noir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, quand il est parti, Isra wal Mi'raj, quand il est revenu, Aïcha lui a dit, mais de ton voyage nocturne, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Il a dit 7 choses. Et parmi les 7, il a dit la noirceur de Moïse. C'est le prophète qui l'a dit. Li ma gën a jaaxal mooy ñuulaayu Moussa. Et or, c'est le plus grand prophète du point de vue messianique. Le plus grand prophète de l'histoire de l'humanité du point de vue pouvoir. C'est le prophète Sulayman. Salomon, le roi Salomon. Il est le seul à gouverner de l'est à l'ouest, du nord au sud, sur les djinns, les hommes et les animaux et les végétaux, sous le contrôle de l'imam. Même la Bible le confirme. La Torah le confirme. Ce dernier avait des concubines, parce qu'à l'époque, le mariage n'était pas considéré comme une règle religieuse. Parmi ces femmes, il y avait une femme qui s'appelait Balkhis, qu'on appelle la reine de Saba. Saba, c'est en Éthiopie. C'est l'actuelle Érythrée. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Ménélik Ier. C'est le grand-père d'Haïlé Sélassié. The King of the Kings, pour reprendre Bob Marley. Lord of Lords. C'est le roi des Rastas. Son grand-père était Ménélik. Son père, c'est Salomon. C'est pourquoi l'Italie a tout fait pour annexer l'Éthiopie en vue de récupérer les reliques de Suleiman, qui sont en Éthiopie. C'est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Par 2 tentatives, l'Italie a été battue. Et la dernière tentative date de 1932. Donc, pourquoi les Juifs, ou beaucoup de Juifs n'aiment pas les Noirs? Pour les Juifs, le noir est une souillure, une saleté. On ne doit pas se mélanger avec. Aucun noir n'ose aller demander la main d'un Juif ou bien d'une Juive. Tu n'oses même pas. Deuxième chose, et là je parle sous le contrôle des chrétiens, chrétiennes, Madame King, Henriette et Serge. J'ai eu la chance, moi je voyage. Quand j'étais en France, je ne venais même pas en vacances au Sénégal, je partais en Europe prendre mon truc là, mon sac à dos, avec le peu d'argent que j'avais. Je demandais des amis qui sont au Danemark, en Finlande, pour aller les voir. Mais c'était aussi pour mener des études. Je suis allé à Fatima. Fatima, c'est la ville catholique, la plus catholique du monde. C'est au Portugal. Arrivé chez Fatima, la ville t'accueille par la statuette de Marie. C'est comme au Buenos Aires au Brésil. Rio. Vous allez à Toulouse, il y a une église qui s'appelle la Dorade, l'église de la Dorade. Tu connais. Vous allez en Pologne, il y a le Jasna Góra. En Italie, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, beaucoup de cathédrales vénèrent la Vierge noire. À Denneville-les-Chantres, c'est une ville qui est près de Lille. Tous les ans, ils célébrer la Vierge noire. Je voulais vérifier. Et je vous dis d'aller sur YouTube à la fin de cette cérémonie-là. Mettez Vierge noire en Europe. Vous verrez toutes les cathédrales dans lesquelles on montre Marie et son fils Jésus en noir. Vénéré par qui? Par des blancs. C'est pas en Afrique, hein? Si c'était en Afrique, on aurait dit ouais, les Africains sont en train de torpiller l'histoire. C'est eux-mêmes, les blancs. Donc sur quelle base on se fonde pour nous peindre Jésus comme étant blond, aux yeux bleus et aux longs cheveux, alors que ses cheveux étaient crépus, laineux, son nez épaté. C'est ce qu'a dit la Bible, la vraie, l'Ancien Testament. Parce que nous avons les 5 livres, hein? Le Deutéronome, Lévitique, les Nombres, la Genèse et l'Exode. On les a parcourus, on a vu ce qui a été dit, ce qui a été falsifié et tout ça. Bref. Mais pour vous dire simplement que on voulait juste écarter l'Afrique, le noir, de l'histoire du monde, pour leur dire que vous n'êtes que les derniers venus et vous serez toujours les derniers, alors qu'on a été les premiers. Je ne vais pas épuiser tout parce que je ne peux pas.
Le livre est énorme. Je suis à 4 chapitres, je ne vais pas continuer. Ndeye Rose Basse, ça ne vous dit rien. Une femme qui a osé en 1954, à Cotonou, face à tout le gouvernement français, demander l'indépendance de l'Afrique. Elle avait 26 ans. Adja Rose Basse. Il faut savoir ça. Ça est dans le bouquin. Donc on parle de ça. On parle maintenant de la jeunesse qui doit se politiser. Les 4 grandes révolutions des 10 dernières années ont été menées par la jeunesse africaine. C'est à Tahrir, la place Tahrir, au Caire, en Égypte. La révolution du jasmin, c'est en Tunisie. En 2011, à Dakar, il y avait le groupe Yanamar. Et enfin, le ballet citoyen du Burkina qui a dégommé Blaise Compaoré après 30 ans au pouvoir. Parce que c'est une jeunesse qui a compris maintenant, décomplexée, qui connaît maintenant les choses que l'Europe pose et ce qui nous trompe à l'intérieur aussi. Il faut donc se politiser. Parce que l'autre disait, si tu refuses de faire de la politique, tu seras puni en étant gouverné par des gens qui te sont inférieurs. Et enfin, je parle de l'école, là où on ne nous apprend rien. Tout sauf nous. À l'école, on nous apprend tout sauf nous. Tu as ton bac, tu ne sais pas qui tu es. Tu as ton bac, tu ne peux rien faire. 60 ans, pas de diagnostic, on doit s'arrêter. Et je propose, moi, dans mon livre, de revenir aux langues nationales. Cheikh Anta Diop disait une chose, personne ne peut se développer avec la langue de l'autre. Et on gagne du temps. À l'école primaire, on a tous été à l'école primaire. Le CP et le CI, qu'est-ce qu'il est de faire? Rien du tout. Initiation, parler, calculer, 1 plus 1 égale 2 points. Mais ça, on peut regrouper en une seule classe. Et en plus de l'apprendre dans ta langue maternelle. Quand tu es Wolof, on te dit 2 ans, tu as 2 ans. Ben ak ben ñaata la, mu ne la ñaar. Un enfant de 2 ans, tu lui dis 1 plus 1 égale quoi? Il te dit, li ngay wax lan la? Parce que c'est pas 1, ça veut dire ben. Donc on gagne du temps en termes de compréhension, mais on comprime les 2 années. Deuxième chose, C1 et C2. Qu'est-ce qui les différencie? Rien. On peut les renforcer en une seule classe, élémentaire renforcée. Combien de fois on a vu, nous enseignants ici, nos amis ou même élèves, des gens au CM1 qui ont le certificat d'études et l'entrée en 6e? Il y en a plein. Ça veut dire que les deux classes, CM1 et CM2, peuvent être comprimées en une seule classe. Ainsi, on gagne 3 ans à l'école primaire. Au collège, la 5e, nous a servi à quoi? Non, mais tu n'as pas souvenance de la 5e. Donc, on pouvait avoir une bonne 6e condensée et un bon 4e pour préparer le brevet. Comme ça, tu gagnes 4 ans de ta vie professionnelle. À 17 ans, tu es fonctionnel. Tu as le bac, tu as tout ce que tu veux. 14 ans, 15 ans. À l'université, dès que tu as 18 ans, tu as un master à 18 ans. C'est possible. Et on apprend utile. Aujourd'hui, on avait eu, Diakhaté là, un problème électronique. Qu'on aille vers des formations réduites, la valorisation des langues nationales, c'est à partir de là qu'on sera valorisé nous-mêmes, qu'on dira à l'autre que tu es notre égal. J'ai applaudi il y a 10 ans, je parle sous le contrôle de monsieur le diplomate, il est où Ablaye Sylla, Abou Bakr. Alors, quand le Mali a été invité à prendre la parole en plénière sur le réchauffement climatique, ATT, Amadou Toumani Touré était le président du Mali, il a demandé de parler en Bambara, parce qu'il s'adresse à sa population. À New York, il a parlé Bambara. Et je me rappelle, il a fallu attendre 8 heures parce qu'il fallait trouver un interprète en chinois. Parce que les langues nationales sont consacrées par les Nations Unies. Qu'est-ce qui nous empêche encore une fois, lors des conseils des ministres des Africains, ne serait-ce pour l'aspect symbolique, d'exiger de porter africain? Ne serait-ce conseil des ministres
tout le monde africain. Le lundi, le mardi, costume, ce que vous voulez. Ne serait-ce pour l'aspect symbolique. Qu'est-ce qui explique toujours en Afrique anglophone, quand ils jugent dans leur juridiction de porter des perruques en blond, rousses, qu'est-ce que c'est que ça? Et même chez nous, qu'est-ce qui nous exige, nous, enseignants, de porter nos robes? Pourquoi il n'y aurait pas une révolution vestimentaire? Porter des robes, serou rabal, consacré à l'Académie sénégalaise. Si tu es docteur, tu dois porter ça. Si tu es professeur titulaire, tu portes ça. Pareil pour nos juges et nos avocats. Ces robes sont occidentales. Et ça rappelle la royauté. On n'est pas dans ça. Tout ça, on l'évoque dans le livre pour dire qu'on a compris maintenant et il nous faut un envol. L'Africain est l'égal de tout le monde. Les connaissances viennent d'ici, on doit se les approprier. D'ailleurs, il y a un chapitre dans lequel je parle, l'appropriation de notre patrimoine. Il faut que l'Africain sache qui il est, comment il a fonctionné pour marquer le monde entier. Parce que nous, sans nous, le monde ne serait pas. Nous sommes à son origine et nous sommes son essence. Du point de vue essence. C'est pourquoi je le prône en demandant maintenant qu'un nouveau leader soit consulté, ce leader qui connaît l'Afrique, qui est imbu des valeurs africaines, qui aime la droiture, le sérieux, et tout le monde autour de lui pour diriger la locomotive. Et je parle d'un train dans lequel les nouveaux entrants, qui sommes nous, qui connaissons, qui ont des valeurs positives, qui ne veulent plus voler, qui ne veulent plus violenter, qui ne veulent plus violer, qui ne veulent plus du mal à qui que ce soit, mais qui veulent qu'une seule chose, l'émergence, la paix, la prospérité de l'Afrique, montent dans les wagons. Et dès qu'ils trouvent des gens vicieux, mauvais, antipatriotes, antidémocratiques, voleurs, violeurs, qu'on les fout dehors et qu'on rentre nous seuls pour diriger l'Afrique vers de nouveaux lendemains et de nouvelles destinées. Ainsi, je dis, on n'a pas à inventer la roue. Nos ancêtres l'ont déjà fait. C'est pourquoi dans le bouquin, je dis, je rêve d'hier. Pour la bonne gouvernance, on a la charte du Mandé et la résolution de Thierno Souleymane Baal. Dans la résolution du Mandé, écrite en 1267, alors que la première déclaration des droits de l'homme est écrite en 1789. L'Afrique était en avance de 5 siècles, où on parlait de tous les droits, alors qu'eux, ils ont même omis des droits. Parce que dans la déclaration française, vous ne verrez jamais les droits de la femme. Or, dans la charte du Mandé, il y a les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits même de l'esclave, les droits de l'étranger. L'étranger a un droit, 3 droits sur 3. Dès qu'il arrive, tu le loges, tu lui donnes à manger et à boire avant de lui demander son nom. C'est ça que disaient nos ancêtres. Et quand je parle du Mali, c'est de la Gambie à Sokoto. C'était ça l'empire du Mali. Thierno Souleymane Baal dit quoi dans son article? Je termine par là, monsieur le directeur. 7 points. Le premier point, ne donnez pas la guidance. C'est ça le mot arabe. Hein? Ne donnez pas à quelqu'un à guider. Ne donnez pas la gouvernance, la direction à quelqu'un qui ne soit pas sachant. Adapté à notre contexte, aucun président ignorant, aucun ministre qui ne sait pas, aucun directeur, aucun professeur, aucun directeur de département. Toute direction, vous le donnez à un sachant. Deuxièmement, lorsque vous le nommez ou vous l'élisez, qu'il déclare son patrimoine. Si le patrimoine augmente entre-temps, demandez-lui de se justifier. Si ce n'est pas cohérent, destituez-le. S'il insiste, tuez-le. Troisièmement, évitez que les fils succèdent au père. C'est la dévolution monarchique. 1771. Et on en parle en 2021. Et on a du mal à l'appliquer. Donc c'est ça. Le livre parle de ça. Il parle à l'Afrique, au reste du monde. C'est un livre qui est là.
pour aujourd'hui et nous aurons aimé qu'il soit là pour demain. Je vous remercie.